Bonjour à tous, je suis Nicolas Monod, conseiller en formation continue dans l'Académie de Dijon, et nous sommes ensemble aujourd'hui, le 26 avril 2019, pour aborder la notion de qualification. Cette Web TV constitue un complément utile au voyage Cap Forme Express qui s'intitule « S'approprier les fondamentaux de la GPECT pour réinterroger l'offre de formation ». Mais elle peut bien sûr être visionnée indépendamment de la participation à ce voyage. Alors, pour commencer, pourquoi aborder cette notion? Alors tout d'abord, c'est une notion intéressante puisqu'elle fait l'objet d'une utilisation très courante dans le champ de l'emploi et de la formation, mais qu'elle a des sens différents selon l'objet auquel elle se rapporte, que l'on parle de qualification du travail, de l'emploi ou bien de qualification de la personne. Pour autant, cette notion est assez mal définie malgré son emploi dans différents textes de loi. On peut citer par exemple le Code de l'éducation, qui parle du certificat d'aptitude professionnelle comme un diplôme national qui atteste d'un premier niveau de qualification professionnelle. On peut également citer le droit du travail, qui dit que tout travailleur engagé dans la vie active ou toute personne qui s'y engage a droit à la qualification professionnelle et doit pouvoir suivre à son initiative une formation lui permettant, quel que soit son statut, d'acquérir une qualification correspondant aux besoins de l'économie prévisible à court ou moyen terme. La deuxième justification de cette Web TV, c'est une préoccupation en termes de mesure, d'utilisation de cette notion de qualification comme indicateur statistique. L'INSEE, par exemple, estime qu'un emploi sur 5 est non qualifié en France. On estime également que 120 000 jeunes sortent chaque année sans qualification du système scolaire. Mais qu'entend-on exactement par là? Quels sont les critères qui nous permettent d'arriver à de tels chiffrages? Voilà ce qu'on va essayer de voir. Et puis, enfin, un troisième élément de justification, c'est le contexte actuel de réforme de la formation professionnelle, dans laquelle cette notion perd progressivement du terrain au profit de la notion de compétence. Donc qu'il s'agisse de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, de la création de France Compétences ou du plan d'investissement dans les compétences. Alors tout ça nous conduit à poser la question de la signification de cet abandon progressif de la notion de qualification au profit de la notion de compétence. Alors tout d'abord, de quoi parle-t-on quand on parle de qualification? Je vous propose tout d'abord une définition générale de la qualification, qui est l'action de qualifier quelqu'un ou quelque chose, de lui attribuer une qualité, une valeur avec sa désignation. Pour définir la qualification dans le champ emploi-formation, je vais m'appuyer sur les travaux de José Rose, qui est sociologue, qui est l'ancien directeur scientifique du CEREC, le Centre d'études et de recherche sur les qualifications. Alors, tout d'abord, on peut caractériser la qualification de la personne. Et donc, la qualification de la personne, ça va être l'ensemble des qualités professionnelles, généralement appréhendées par des diplômes, des certifications et l'expérience professionnelle. Alors, on en a une traduction très incomplète à travers les nomenclatures des niveaux de formation et aussi des spécialités de formation qui permettent d'aboutir de manière assez imparfaite à une classification et une hiérarchie. Elles permettent un traitement statistique au moins partiel puisqu'on on mesure le niveau de formation de diplôme de la formation initiale grâce à la nomenclature nationale des niveaux de formation. Deuxième définition, la qualification du travail. Là, il s'agit d'appréhender la nature de l'activité, le niveau de complexité des tâches, le niveau d'autonomie, le caractère prescrit ou pas des tâches. La qualification du travail est difficile à mesurer, si ce n'est par une analyse du travail. Il ne s'agit pas d'une approche statistique. Qualifier le travail, ce n'est pas classer le travail, et en conséquence, il n'existe pas de mesure statistique globale de la qualification du travail. Alors par abus de langage, on va parler de travail non qualifié pour désigner un travail constitué de tâches simples, prescrites, répétitives, mais cependant, un travail ne peut pas par nature être sans qualité, ou si vous voulez sans valeur, puisque ce qui définit le travail, c'est précisément qu'il apporte une valeur ajoutée. Et puis enfin, dernier type de qualification, la qualification de l'emploi. La qualification de l'emploi, c'est par le statut, le salaire. En réalité, la qualification de l'emploi, c'est un triptyque.
savoir, emploi, salaire. La qualification d'un emploi constitue l'ensemble des savoirs et capacités nécessaires pour occuper un emploi ou un poste donné. Puis c'est la hiérarchisation de ces qualifications qui détermine la hiérarchie des salaires à travers les classifications professionnelles figurant dans les conventions collectives. Alors, ce qui signifie que la qualification de l'emploi est indissociable du salariat. Il est important de le souligner, d'autant qu'en France, 15,5 millions de salariés du secteur privé sont couverts par une convention collective, ce qui représente, selon l'OCDE, près de 98% des salariés du privé. Donc, ce qui signifie que presque la totalité des contrats de travail signés par les salariés du secteur privé font référence à une convention collective qui précise pour chaque emploi de la branche un coefficient de rémunération, c'est-à-dire un salaire minimal pour chaque emploi. La qualification de l'emploi est issue donc d'un rapport social construit entre salariés et employeurs. Elle dépend de la capacité collective des salariés à négocier, à acquérir une reconnaissance salariale. Elle dépend aussi, évidemment, des politiques de chaque branche. Donc la qualification n'est pas stable. Elle peut varier en fonction du marché du travail, du niveau de chômage, de la conjoncture. En somme, elle dépend du rapport salarial et donc elle s'inscrit dans un moment donné du contexte macroéconomique. Alors pour illustrer de manière simple ces trois définitions et pour montrer qu'il n'y a pas de correspondance entre les trois définitions, on va prendre un exemple simple. Par exemple, une personne très qualifiée, par exemple titulaire d'un master en sciences de l'éducation, qui occuperait un emploi jugé, enfin déterminé comme non qualifié, manutentionnaire, emploi qui lui-même correspond par nature à un travail qualifié qu'on peut décrire par des tâches et des compétences, par exemple lecture de codes et symboles, comptage, respect des règles de sécurité. On peut illustrer aussi cette non-correspondance entre les trois définitions par un chiffre que nous donne l'ADARES. 58% des employés non qualifiés possèdent un diplôme et sont donc des personnes qualifiées. Alors, comment l'INSEE aboutit-elle à définir des employés non qualifiés ? Il y a toute une liste d'employés qui sont jugés non qualifiés. Alors, on peut voir de manière un petit peu surprenante ici qu'on trouve par exemple les assistantes maternelles ou les aides à domicile. Et donc, on est un petit peu étonné puisque ces emplois sont quand même réalisés en autonomie, ne sont pas des tâches prescrites et sont des emplois à responsabilité. Alors, comment l'INSEE arrive-t-elle à ce résultat ? Comment un volet important de travail qualifié est à l'heure actuelle classé par l'INSEE comme de l'emploi non qualifié ? Il faut pour cela aller voir la définition de l'INSEE qui est ici. L'emploi qualifié non salarié est repéré explicitement dans la nomenclature détaillée des professions et catégories socio-professionnelles pour les ouvriers. Il est possible de définir des catégories d'employés qualifiés et non qualifiés, profession par profession, à partir de la spécialité de formation des personnes qui exercent ces professions. Celles exercées en grande proportion par des personnes possédant un diplôme de la même spécialité que leur profession sont considérées comme des professions qualifiées. Les autres sont des professions non qualifiées. D'autres définitions ont été tentées à partir de cette nomenclature, mais elles sont encore au stade d'étude. Alors cette dernière phrase est particulièrement éclairante de la difficulté à déterminer des employés non qualifiés. Même l'INSEE utilise une classification dont la définition n'est pas totalement stabilisée. L'inadéquation entre la formation suivie et le poste occupé constitue le critère de la non-qualification, pour les employés en tout cas, mais il faut bien constater que c'est un critère bien fragile. D'ailleurs, pourquoi s'applique-t-il à cette catégorie socio-professionnelle des employés et pas à d'autres ? Et surtout, c'est un critère qui ne prend pas en compte la réalité des tâches de travail. Alors, ce que je vous propose, c'est de résumer cette première partie sur les définitions. Alors, tout d'abord, redire que qualification de l'emploi, qualification du travail, qualification des personnes, ce sont trois choses différentes. La qualification de l'emploi, c'est le fruit des négociations sociales. La qualification du travail, elle est objective et ne suppose pas de hiérarchie a priori. Elle est descriptive, elle est qualitative. Et puis, la qualification des personnes, elle est appréhendée de manière imparfaite par les diplômes acquis en formation initiale. Donc on voit que finalement, en termes de mesure, quelle que soit la qualification,
on a des mesures qui sont imparfaites de ces trois niveaux de qualification. Alors maintenant, je vous propose d'essayer d'identifier les enjeux associés à cette notion de qualification pour les différents types d'acteurs. Alors c'est tout d'abord un enjeu pour les actifs, les travailleurs, qu'ils soient pris individuellement ou à travers des groupes sociaux. La qualification au sens conventionnel, c'est un élément central pour le salarié, puisque cette classification détermine notamment le salaire minimum conventionnel qui lui est applicable. On notera également qu'un fort décalage entre le niveau d'une personne et le poste qu'il occupe, ou bien encore le décalage entre le travail réel et sa reconnaissance statutaire, peut être une source de souffrance au travail lorsque des situations telles perdurent. Pour les employeurs, alors en miroir, c'est aussi un enjeu en tant qu'outil de détermination des salaires, mais ici perçu comme un coût ou une charge, mais aussi en tant que segmentation de l'emploi, c'est un outil de gestion de la main-d'œuvre. Et enfin, pour les décideurs, l'enjeu, c'est l'adaptation de l'appareil éducatif et de l'appareil de formation des adultes. Les acteurs qui interviennent dans le champ de l'emploi et de la formation ont bien du mal à se passer de cette notion de qualification. Une question qui est posée, par exemple, actuellement dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences, c'est la question, évidemment, de la qualification en lien avec l'adaptation des dispositifs de formation, qu'il s'agisse de leur contenu ou bien de leur modalité. Par exemple, une des questions posées est celle des tendances. Observe-t-on un déclin de l'emploi non qualifié et l'augmentation des emplois très qualifiés, par exemple dans le secteur du numérique, ou bien observe-t-on le maintien d'un volet important d'emplois non qualifiés ou peu qualifiés, voire son augmentation en tendance? Évidemment, cette question-là, elle est très importante pour adapter les dispositifs de formation. Alors, comme je le disais en introduction, la notion de qualification a tendance à progressivement disparaître au profit de la notion de compétence. D'une certaine façon, il fallait presque en parler aujourd'hui avant que cette notion ne disparaisse complètement. Alors, pour étayer ce basculement sémantique, on peut observer l'évolution des termes employés dans les différentes lois sur la formation professionnelle. Le simple comptage des principales occurrences figurant dans les lois sur la formation professionnelle continue permet d'appréhender cette évolution au moins d'un point de vue sémantique. Alors, premier constat, la notion de compétence n'apparaît pas du tout dans la loi du 16 juillet 1971. Celle-ci stipule: la formation professionnelle continue fait partie de l'éducation permanente. Elle a pour objet de permettre l'adaptation des travailleurs au changement des techniques et des conditions de travail, de favoriser leur promotion sociale par l'accès aux différents niveaux de la culture et de la qualification professionnelle, et leur contribution au développement culturel, économique et social. Donc on voit bien ici que la qualification professionnelle est présentée comme un levier de la promotion sociale. On retrouve bien là d'ailleurs l'enjeu de la qualification pour les travailleurs, c'est-à-dire une promotion, une reconnaissance par le statut social et le salaire. Si on regarde beaucoup plus tard dans la loi de 2004, on voit la concomitance dans les mêmes proportions des deux termes. La formation professionnelle a pour objectif de favoriser le développement des compétences des travailleurs et leur accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle. Et puis, la loi de 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel fait disparaître la notion de promotion sociale et donne une place réduite à la notion de qualification au bénéfice de la notion de compétence. Pour rappel, l'objectif de cette loi est double: donner de nouveaux droits aux personnes pour leur permettre de choisir leur vie professionnelle tout au long de leur carrière, renforcer l'investissement des entreprises dans les compétences de leurs salariés. Alors, pour essayer de comprendre comment nous en sommes arrivés là, je vous propose d'essayer d'analyser rapidement la place des qualifications dans les politiques publiques depuis l'après-guerre. Alors tout d'abord, on peut caractériser une première période qui va de l'après-guerre jusqu'aux années 70. Dans cette période, la qualification est fondée
sur la reconnaissance du couple diplôme-métier dans les conventions collectives de branche. C'est l'héritage des grilles de classification parodie-croisat du nom des ministres du Travail de 1945 à 1947. Dans la plupart des secteurs, les conventions collectives ont défini de façon précise la qualification ouvrière en associant à chaque niveau d'emploi les savoirs nécessaires pour pouvoir occuper le poste à un salaire minimal. Et donc, depuis sa création en 1954, la nomenclature des catégories socio-professionnelles de l'INSEE a pris en compte cette structuration des emplois. Et donc, on voit bien que la notion de qualification, là, elle est indissociable de la notion de salariat. Le salariat s'est développé par rapport à cette époque à l'emploi indépendant, c'est-à-dire aux agriculteurs, artisans et petits commerçants. Dans les années 60, l'État, via le commissariat au plan, va mettre en place une planification des flux scolaires en lien avec les perspectives d'emploi de chaque secteur. L'objectif de ces travaux est l'adaptation de l'appareil de formation aux besoins du système productif. Une adaptation qui est justifiée par la crainte des pénuries de main-d'œuvre aux conséquences inflationnistes. On retrouve bien donc le couple qualification de l'emploi-salaire, puisqu'un des enjeux est bien le contrôle du niveau des salaires. Mais cette méthodologie devient inopérante avec l'apparition du chômage de masse et la tertiarisation de l'économie. Avec la tertiarisation de l'économie, les grilles de classification créées à l'origine pour l'industrie deviennent de plus en plus inopérantes. La logique du métier est mise en cause, on parlera plutôt de poste ou de fonction au sein des entreprises. Le contexte de chômage de masse, qui affaiblit le rapport salarial, va contribuer au maintien en bas de l'échelle des qualifications d'un certain nombre d'emplois des secteurs tertiaires. On va donc observer un creusement de l'écart entre les qualifications des personnes et les qualifications de l'emploi. On peut ajouter comme facteur du maintien en bas de l'échelle de qualification le recul de la représentation syndicale et aussi la mise en place des politiques publiques d'exonération des bas salaires. Cette période voit l'émergence de nouvelles logiques de certification sectorielle et le développement de la validation des acquis de l'expérience. On peut noter aussi qu'en 1986, un collectif de chercheurs, économistes et sociologues parlera d'introuvable relation formation-emploi, que la planification des flux de formés sera abandonnée au niveau national, mais reprise au niveau régional, malgré les critiques méthodologiques. Il est important de signaler que l'adaptation de l'appareil de formation au niveau régional se réalise toujours aujourd'hui majoritairement sur la base d'une analyse en termes d'adéquation formation-emploi. C'est tout à fait révélateur, par exemple, quand on parle aujourd'hui encore de métiers en tension. On identifie bien encore des besoins par métier, identifiés par le Codrom, et non des besoins en compétences. L'identification de ces métiers en tension donne lieu à une commande publique à laquelle les organismes répondent par des certifications, que ce soit des titres professionnels, des CQP ou des diplômes. Et donc, finalement, le basculement sémantique de la qualification à la compétence ne possède pas véritablement de traduction en termes de diagnostic et de politique qui en découlent. Alors, pour conclure, cet abandon progressif de la notion de qualification au profit de celle de compétence dans les textes et les lois est-elle une évolution sémantique sans conséquences réelles pour les actifs, les employeurs, les décideurs? Et quelle est l'opérationnalité de cette notion de compétence et pourquoi est-il actuellement, et notamment dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences, si difficile de rendre opérationnelle cette logique de la compétence? Alors, le premier point, c'est la place encore prépondérante des qualifications dans les conventions collectives. Il est difficile de dire que l'on rentre dans une logique de la compétence dès lors que les conventions collectives ne s'adaptent pas à cette évolution et continuent de valoriser, à travers les grilles de classification, le couple certification-poste. Cela dit, il n'est pas certain qu'une reconnaissance des compétences individuelles de chaque salarié soit profitable aux salariés eux-mêmes d'un point de vue statutaire et salarial. Il faut d'ailleurs rappeler que les organisations patronales revendiquent depuis les années 90 le fait de déterminer la qualification des salariés sur la base de l'évaluation de leurs compétences. Deuxième point de difficulté, c'est la capacité à produire des diagnostics, des outils d'aide à la décision, à partir de la compétence. Il faudrait que l'appareil statistique soit en capacité de mesurer les compétences et non plus seulement les niveaux de diplôme et de structure d'emploi par métier, par profession. Les nomenclatures utilisées actuellement, que l'on parle de PCS ou de ROM,
sont, comme nous l'avons vu, hérités du temps de la planification et de l'analyse en termes d'adéquation formation-emploi. Mais est-ce que l'analyse statistique peut arriver à mesurer des compétences? On peut sérieusement en douter, tant la tâche paraît complexe. L'analyse du travail n'est pas un travail de mesure ou de classification, c'est un travail avant tout qualitatif. Alors, pour conclure cette Web TV, l'analyse du travail au niveau local, c'est bien sûr un des objets de la GPECT. GPECT dont la raison d'être est précisément les limites de l'analyse statistique et de l'adéquation formation-emploi. Et donc, je vous renvoie pour cela au voyage CapForm qui s'intitule « S'approprier les fondamentaux de la GPECT pour réinterroger son offre de formation ». Et je vous remercie pour votre attention.